Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'école un peu avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc après la Première Guerre mondiale de 14-18, les religieuses de la Sainte Union logent toujours dans le petit couvent de l'école. Donc ça correspond à l'ancienne maison de Madame Marianne, plus la classe de Madame Cindy et l'étage. La chapelle pour les messes et les prières est dans la salle. Je vous ai mis d'ailleurs un plan pour mieux s'y retrouver, comment ils avaient organisé l'école. En 1920, il y avait une classe maternelle avec une institutrice laïque, une classe de garçons tenue par une sœur et une classe de filles tenue par une autre sœur. Il y avait une septantaine d'enfants en tout. Les élèves de 6e primaire, comme vous autres, passaient leur certificat d'études. C'est ce qui correspond au CEB maintenant. En 1925, j'ai ma grand-mère maternelle qui a réussi son CE. C'était une bonne élève et elle donnait souvent un coup de main quand elle avait fini son travail à l'institutrice maternelle. On la voit sur les photos que je vous ai mises. Il y a régulièrement des changements dans les religieuses car elles sont déjà assez âgées. Et dans le personnel enseignant aussi, ça change souvent d'institutrice, je ne sais pas pourquoi. En 1928, la directrice est sœur Aloysia. Ça fait déjà 25 ans qu'elle est à l'école. Cette année-là, il y a des jeunes filles du village qui créent une troupe de théâtre, qui est aussi une chorale, et ils l'appellent la Cécilia. Déjà à l'époque, Saint-Nicolas vient rendre visite aux enfants avec Père Fouettard le 6 décembre. Il y a des conférences, donc des journées pédagogiques, dans la salle. Et une fois par an, les institutrices organisent une exposition des travaux d'élèves. Il y a donc bien de la vie dans l'école. Le curé des Plochins s'appelle Eugène Hoffmann. C'était un homme impressionnant, grand, fort, costaud et très actif. À l'époque, en 1930, le congé du samedi est remplacé par le jeudi. Et les cours en 1932 se donnent de 9h à midi et de 14h à 16h30. Le 1er mai 1930, on inaugure dans la cour de récréation une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Elle a été construite par un ancien élève avec les silex que les enfants ont ramassés dans les champs et les chemins. Je vous ai mis aussi une photo, moi je l'ai bien connue cette petite grotte. On y jouait dedans. Le 17 février 1934, une triste nouvelle surprend toute la Belgique. Le roi Albert décède accidentellement en faisant de l'alpinisme. Les Belges l'appréciaient beaucoup parce qu'il avait combattu à côté de ses soldats pendant la guerre 14-18. D'ailleurs, on le surnommait le roi chevalier. Son fils Léopold monte sur le trône. C'est Léopold III puisqu'il y avait déjà eu 2 autres Léopold avant. En 1934 et 1935, il y a eu beaucoup d'épidémies à l'école. La scarlatine, la grippe. En 1936, au mois de mai, la Belgique a connu une vague de froid jamais vue, avec neige, gelée, et il fallait à nouveau chauffer les classes. L'école comptait alors 118 élèves, 4 classes, dont une mixte. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour les enseignantes, parce que c'était des grosses classes, ce nombre va diminuer les années suivantes. Des enfants qui avaient 14 ans, parce qu'à ce moment-là, on pouvait aller en primaire jusqu'à 14 ans, et qui n'avaient pas réussi leur CE, quittent l'école. Et en plus, il y a eu peu de naissances à Éplechin les années précédentes. En 1936, dans la salle, on démolit l'ancien théâtre et on construit une nouvelle scène avec une remise et une cave. Vous pouvez le voir sur le plan. C'est là que la troupe Cécilia donne régulièrement des représentations pour l'école, pour la paroisse. À la rentrée de 1938, le 21 septembre, il y a 29 filles, 22 garçons et 20 enfants en maternelle. On engage une 2e institutrice laïque. Il y avait donc Paula Normand en primaire et Gisèle Aubry en maternelle. Les bruits d'une nouvelle guerre deviennent alarmants. On annule même la conférence d'octobre et la fancifère de fin d'année.
1939, c'est aussi l'année où on a planté le tilleul, l'arbre qui est toujours dans le parking maintenant. Le marronnier qu'on avait planté dans la cour des filles était le symbole de la fin de la Première Guerre. Peut-être que les enfants et les institutrices ont voulu planter un arbre en espérant que la Deuxième Guerre n'ait pas lieu. Mais malheureusement, elle fut déclarée en septembre 1939. La Ducasse de septembre, qui faisait la joie des enfants du village, est supprimée. La rentrée se fait quand même normalement le 18, avec 3 classes et 73 élèves. L'hiver fut encore bien froid, avec des tempêtes de neige en janvier-février et des inondations après le dégel. Beaucoup d'enfants sont absents. Le 10 mai 1940, les troupes allemandes entrent en Belgique. Le 19 mai, les alliés anglais, craignant une bataille sur l'Escaut comme à la Première Guerre, obligent toute la population à évacuer le village. Les citoyens fuient vers la France. Les 3 religieuses d'Éplechin, sœurs Marie-Camille, Aloysia et Maria-Joséphine, se réfugient à Pont-à-Marc, dans le nord, laissant le couvent et l'école d'Éplechin inhabités. Mes grands-parents et leurs enfants, dont mon père qui avait 8 ans, ont dû évacuer aussi. Ils sont partis en charrette, avec le plus possible de provisions et de vêtements vers la France, laissant leurs fermes et les animaux qu'ils ne pouvaient pas emporter, bien sûr. Le 16 et le 17 mai, Tournai est bombardé par les Allemands. Les avions, les engins, les armes sont bien plus perfectionnés et destructeurs qu'à la Première Guerre. Vous pouvez voir des photos si vous cherchez sur Internet. Mon père m'a dit qu'il avait vu des missiles V2 passer dans le ciel derrière la ferme. Ces fusées allemandes de 13 tonnes pouvaient contenir 800 kg d'explosifs et se déplacer jusqu'à 300 km de distance. Les religieuses reviennent le 1er juin, car les Allemands sont maintenant dans le nord de la France. L'école a reçu 3 bombes et le couvent a été pillé. Ma famille aussi revient dans sa ferme. Dans la prairie, le cheval de trait a disparu et des vaches sont mortes parce qu'elles n'ont pas pu être traites. La maison a été pillée comme beaucoup de maisons à Éplechin et certaines sont détruites par les obus. Les cours reprennent le 14 juin 1940. Mais la vie est difficile, les familles sont rationnées, les salaires sont impayés, 80 hommes et jeunes éplechinnois ont été appelés sous les armes et ne reviendront que 5 ans plus tard. Les femmes sont donc souvent seules avec leurs enfants et les grands-parents souvent, puisqu'ils vivaient sous le même toit à l'époque. Les 2 années suivantes, 1940-41 et 41-42, les cours continuent à se donner, malgré l'état de guerre. Les vivres, le pain et la viande sont rares et chers. On distribue de la soupe dans les écoles. Les religieuses doivent demander des provisions dans les fermes et en ville. Les hivers sont toujours rigoureux, on est à court de charbon. Et l'école est en piteux état suite au bombardement. Les sœurs sont bien âgées et souffrent beaucoup de ces conditions de vie. Sœur Aloysia a déjà vécu la Première Guerre mondiale et elle craint ces années à venir. Les religieuses et le curé se posent des questions sur l'avenir du couvent et de l'école. En mars 1942, l'évêché autorise les sœurs à quitter leur maison d'Éplechin. Trop peu de jeunes filles veulent devenir religieuses et toutes les autres sont âgées. On ne sait donc pas les remplacer dans l'école. Les 3 sœurs partent en retraite à Froyenne. Qui va enseigner dans les classes? Est-ce que c'est la fin de l'école libre Saint-Joseph d'Éplechin? Vous savez bien que non, puisque vous êtes là. L'aventure va continuer, mais sans les religieuses. Des travaux vont se faire pendant les vacances, et en septembre 1942, les 2 institutrices déjà présentes vont reprendre. On va confier la direction de l'école à M. Marcel Gillin, un laïc, qui donne aussi cours dans la classe des garçons. Mon père, d'ailleurs, l'a connu, et moi aussi, je l'ai eu 1 an, M. Gillin. M. Gillin et sa famille habitent dans l'ancien couvent, qui est devenu sa maison.
Le 10 mai 1944, Tournai est à nouveau bombardé, mais cette fois par les alliés américains, qui bombardent la gare et les ponts pour couper la retraite aux Allemands. Le 2 septembre 1944, les alliés américains sont au village voisin de Rhume. La libération semble proche. Les soldats éplechinnois prisonniers des Allemands sont tous revenus, sauf un. Je vous dirai après ce qui lui est arrivé. Le dimanche 8 juillet 1945, toute la population d'Éplechin organise une grande fête de la libération. Chaque quartier représente un des pays alliés par un char décoré et fleuri. La Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et bien sûr la Belgique. Les chars sont tirés par des chevaux. Ils défilent dans le village, accompagnés par les chorales et les fanfares. Les hommes sont déguisés en militaires célèbres. Tous les costumes sont magnifiques. Il y a même un char avec Hitler dans une cage entouré de fils barbelés. Il se fait huer tout au long du cortège, bien sûr. Des banderoles, des drapeaux flottent aux fenêtres. On célèbre la messe, une cérémonie au monument aux morts qui avait été érigé après la Première Guerre mondiale. Et l'instituteur de l'école communale montre un magnifique spectacle qu'il avait répété avec tous les enfants des deux écoles réunies, l'école libre et l'école communale. C'était un spectacle de danse pour les filles et de gymnastique pour les garçons. Et le soir, un grand bal clôture cette magnifique fête. Je vous parlais d'un seul soldat qui n'était pas revenu à temps pour cette fête. Eh bien, il est revenu quelques semaines plus tard, mais pas tout seul. Ils étaient deux. En fait, ils s'étaient mariés là-bas, en Allemagne, avec une dame polonaise qui était prisonnière, elle aussi, des Allemands. Tout est bien qui finit bien. Voilà comment s'est passée la Deuxième Guerre mondiale à Éplechin. Vous savez que les Allemands ont une nouvelle fois perdu, malgré la détermination de Hitler et des nazis, et grâce à l'aide de nos alliés. Mais savez-vous quelle est la date de l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale? Non? Eh bien, cherchez. À la prochaine fois.